Après le massacre de Hanouka sur la plage de Bandai, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exhorté les dirigeants mondiaux à combattre l'antisémitisme dans leur pays. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a affirmé qu'il faisait exactement cela, mais les Juifs n'y croient pas. Tout cela et bien plus encore dans Israël sans diplomatie. Hanouka est une période de lumière, d'espoir et de miracles. Cette année, vous avez la chance d'apporter un petit miracle dans votre propre vie. Nous sommes ravis de vous présenter la tombola de rêve où vous pouvez gagner un appartement de luxe entièrement meublé en Israël. Oui, un véritable chez vous à vous. Trouvez le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code spécial GELT. Entrez GELT en majuscule pour 8 € de réduction sur toute commande. Et si vous achetez vos billets avant le 22 décembre, vous serez également inscrit à notre tirage au sort bonus pour un prix en espèces de 15 000. Achetez vos billets dès aujourd'hui. Shalom, bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël en diplomatique. Je suis Marc Regev, accompagné comme toujours de ma co-animatrice Ruthie Bloom. Bonjour, je suis désolée que ce soit dans ces circonstances aujourd'hui. Marc, tu sais, tout le monde sait que tu es d'origine australienne. Je veux dire, tu as déménagé en Israël il y a des décennies et tu as aussi été ambassadrice au Royaume-Uni. Mais tu as grandi en Australie et tu as encore des frères et sœurs ainsi que de la famille élargie là-bas et des amis. Et étant donné les horreurs de cette semaine à la plage de Bandai, je me demandais, selon toi, est-ce que cela te semblait prévisible? Je ne suis pas sûr que ce soit prévisible, mais ce n'est pas une totale surprise. Et la chose étrange que moi et beaucoup d'autres Australiens qui vivent en Israël avons découverte cette semaine, c'est nous avons l'habitude de recevoir des appels téléphoniques ou des messages WhatsApp de là-bas, d'Australie. Et puis, vous savez, après que des missiles soient tombés depuis l'Iran, ou après qu'il y ait eu une terrible attaque terroriste ou autre, et qu'ils expriment leur inquiétude. Cette fois, la situation était inversée, la chaussure sur l'autre pied, et que c'était nous qui les appelions pour prendre de leurs nouvelles et vérifier comment ils allaient. Que devrions-nous faire? Un membre de notre famille a-t-il été touché ou connaissons-nous les personnes tuées, etc. C'est une période très difficile pour les Juifs australiens et je pense que notre public doit savoir la chose suivante à propos des Juifs australiens. Je veux dire, bien sûr, les Juifs australiens peuvent-ils, vous savez, retracer leur histoire jusqu'au tout début de l'Australie, mais l'immense majorité des Juifs australiens aujourd'hui sont les descendants de ce qu'ils appellent la vague d'immigration d'après-guerre, qui est essentiellement composé de survivants de la Shoah. Comme mon père, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale voulait quitter l'Europe, parce que pour eux, l'Europe était un immense cimetière. L'Europe était l'endroit où leurs familles avaient été assassinées, où leur communauté avait été décimée, où il n'y avait plus de foyer où retourner. Et l'Australie était l'endroit le plus éloigné imaginable de l'Europe. C'était un nouveau pays, et ils pensaient qu'ils pouvaient laisser derrière eux les horreurs de l'Europe, venir dans un nouveau pays et commencer une nouvelle vie. Je me souviens que j'allais à l'école juive en Australie, l'école juive de jour à Melbourne, et beaucoup de mes amis avaient un parent, parfois deux, avec des tatouages numérotés provenant des camps de concentration. Ce n'était pas anormal, cela faisait partie de notre réalité en grandissant, contrairement à l'idée que l'Australie était différente. C'était un pays libre, un pays tolérant, un pays où les gens pouvaient contribuer et réussir. Et cette Australie que nous avons vue à Bondi Beach est quelque chose de très différent. Ce n'est pas l'Australie dont je me souviens, celle dans laquelle j'ai grandi. Il y a toujours eu un peu d'antisémitisme ou de snobisme antisémite ou quelques obstacles, mais cela ne vous affectait pas. C'est important, c'est un changement. Et quand je parle aux gens en Australie ou quand je les entends être interviewés, ils disent « Nous sommes choqués, mais nous ne sommes pas surpris ». Cela a été très difficile pour les Juifs australiens. D'un côté, les néo-nazis, sans doute toujours présents, sont récemment sortis de l'ombre et plus visibles. Ils sont plus visibles, ils sont plus bruyants. Et il y a aussi des gauchistes radicaux qui scandent « Palestine, Palestine, Palestine du fleuve à la mer ». Et ensuite, on se retrouve dans une situation où, avec une communauté musulmane plus large, il y a de l'antisémitisme islamique, ou plutôt, je devrais dire, de l'antisémitisme islamiste. Comme nous l'avons vu, les auteurs des meurtres étaient
Et c'est une période difficile pour les Juifs australiens. J'ajouterai une chose de plus. Lorsque j'étais ambassadeur en Grande-Bretagne, il y avait des menaces contre la communauté juive au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a fermement soutenu la sécurité des Juifs britanniques et les Juifs britanniques exprimaient toujours leur reconnaissance pour ce que faisait le gouvernement britannique afin de soutenir la communauté et de s'assurer qu'elle était bien protégée contre d'éventuelles menaces. Mon impression est que ce n'est pas la situation en Australie pour les Juifs australiens, qu'ils ont été ignorés par de nombreuses autorités. Par exemple, il existe un mot australien, je doute qu'il soit américain. Se plaindre, râler, qu'ils étaient, vous savez, en train de dire des choses et qu'ils étaient des pleurnicheurs, pour ainsi dire, disant que ce genre de choses pouvait arriver. Eh bien, devine quoi, Ruthie, c'est arrivé. Tout d'abord, j'aimerais dire que le Royaume-Uni n'est plus sûr non plus pour les Juifs. Les Juifs que je connais au Royaume-Uni disent que c'est une catastrophe de ce point de vue. Et laissez-moi vous dire que vous avez raison. L'Australie, ses survivants de l'Holocauste avaient raison. L'Australie c'était une nouvelle frontière, c'était un endroit accueillant, tout comme les États-Unis. Et comme vous l'avez dit, les États-Unis avaient aussi de l'antisémitisme. Mais fondamentalement, les Juifs pouvaient s'épanouir et l'ont fait. Ils ont accédé aux plus hautes fonctions, etc. et pratiqué toutes les formes de judaïsme. En public, en privé, peu importe, il n'y avait aucun problème. Et je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous évoquez les néo-nazis. D'accord, parce que c'est exactement ce que la première ministre Albanese essayait de faire à la suite de ce massacre. Vous savez, il y a des antisémites des deux côtés, il y a l'extrême droite et il y a l'extrême gauche. Non, ce problème en ce moment est une question de djihad mondial. Et en Australie, l'une des façons dont on a vraiment pu le voir de façon flagrante, pour ainsi dire, c'est que le 8 octobre, le lendemain du massacre du 7 octobre que le Hamas a commis contre des Israéliens innocents, le lendemain, avant même que les forces de défense israéliennes n'entrent à Gaza pour riposter ou pour sauver les otages, des milliers d'Australiens ont défilé en criant « Gazez les Juifs », pas les Israéliens, « Gazez les Juifs ». Et depuis, nous avons vu des synagogues profanées, des voitures piégées, je ne sais pas, partout en Australie, principalement à Melbourne et à Sydney, où je suppose que la plupart des Juifs vivent en Australie. Et donc, pendant tout ce temps, Albanese disait « Oui, nous devons combattre. Nous n'acceptons pas que ces personnes essaient, je ne sais pas, de semer le chaos dans la société. Non, ces personnes essaient de massacrer des Juifs. Et il ne le dira pas. Même quand il le dit, il ajoute aussitôt. Vous savez, c'est terrible. Vous voyez, ça me rappelle les années d'Oslo, quand les gens disaient que le terrorisme palestinien, oh, c'était de l'extrémisme des deux côtés. Ce sont des ennemis de la paix. Non, 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 non. Ce ne sont pas des ennemis de la paix. Ce sont des ennemis de l'Occident. Ce qu'on a vu à la plage de Bandai. Avant tout, tu tues les Juifs, tu tues les chrétiens, tu tues les Occidentaux. Mais là, c'était spécifiquement juif. C'était une fête de Hanouka et nous devons arrêter d'en parler en utilisant d'autres mots. L'autre chose qu'Albanese a faite et qui était répugnante, je veux dire, je suis vraiment à bout avec lui et il a dit ça. Oh, lui et tous les gauchistes qui le soutiennent, ou même s'ils ne le soutiennent pas, leur première réaction a été « Il nous faut des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu ». Comme si d'abord, l'Australie avait déjà des lois strictes sur le contrôle des armes à feu. Deuxièmement, les tireurs, le père et le fils, étaient des djihadistes. Le père possédait une arme avec un permis. Voilà le numéro 2. Passons au 3. Les armes à feu ne tuent pas les gens. Ce sont les gens qui tuent les gens. Et avoir des lois plus strictes sur les armes n'empêche pas une idéologie radicale de se répandre. Et mon dernier point est le suivant. On a beaucoup parlé du fait que des drapeaux de Daesh ont été trouvés dans la voiture de ces hommes, ainsi que des explosifs et toutes sortes de choses. Et même le président Trump a mentionné Daesh. On en parle beaucoup et j'aimerais juste dire, oui, Daesh, c'est tout. Vous savez quoi? Il y a des sunnites, des chiites, Daesh, le Hezbollah, le Hamas, l'Iran.
Vous savez, l'Iran et Daesh ne sont pas alignés, mais laissez-moi vous expliquer le djihad mondial. Tous ces spécimens ignobles sont dans le même camp, alors peu m'importe qu'ils soient Daesh ou autre chose, ce qu'ils sont, c'est pareil. Ce sont des djihadistes mondiaux, des djihadistes avec une mission. C'était bien planifié et ils ont réussi. Et une autre chose, la police australienne, il leur a fallu 10 minutes avant d'être sur place. Les gens filmaient tout ça. Et ce sont seulement les actions héroïques des civils, des personnes présentes au festival, qui ont réellement aidé la police à appréhender les suspects. Et ici encore, j'ai encore un point à ajouter. Et c'est l'héroïne qui a attrapé l'un des terroristes par derrière, et lui-même musulman, propriétaire d'un stand de fruits. Et je dois dire, tout d'abord, tout le monde le félicite comme une héroïne, et c'est une héroïne, et elle est musulmane, mais elle n'est pas islamiste. Et les Juifs partout en Australie et ailleurs, j'imagine, ont déjà récolté bien plus d'1 million de dollars pour le récompenser et l'aider. Parce qu'il a été blessé à la jambe et dans les bras, hospitalisé. Et ce n'est pas un homme riche maintenant. Pourquoi est-ce important? Tout de suite, les Juifs sont allés l'embrasser et le remercier d'avoir fait cela. Et c'est là la différence entre les Juifs et les islamistes. Donc, je voudrais soulever et répondre à quelques points que vous avez mentionnés, et je ne suis pas d'accord avec tout, mais je veux dire ce qui suit à propos du héros, cet homme syrien qui tenait un stand de fruits ou une épicerie, quelque chose dans le genre. Je ne connais pas les détails, mais je pense qu'il est très important. Pourquoi? Car si je suis un jeune musulman grandissant en Australie, aujourd'hui, j'ai un modèle, j'ai quelqu'un qui parle pour moi, qui défend de bonnes valeurs, et je pense que c'est une bonne chose. Imaginez si le seul exemple était les djihadistes tueurs. Non. Ici, il y a un exemple positif. Et je pense qu'il est normal qu'il soit mis sur un piédestal. Il le mérite. Et il ne fait aucun doute qu'il a sauvé des vies parce qu'il a affronté sans armes l'un des tireurs et l'a empêché de continuer à tirer, ce qui a sauvé des vies. Je pense aussi, même si tu es critique envers le contrôle des armes à feu, en Australie, il est très difficile d'obtenir des armes automatiques, alors qu'aux États-Unis, j'en possède une. Oui, je pense que cela peut être limité en partie le carnage à la plage de Bundy. Si vous connaissez un peu les armes à feu, il devait, vous savez, c'était un fusil à verrou, et il devait. À chaque fois, il fallait prendre 1 seconde entre chaque tir. Et donc, je pense que le fait qu'il y ait des lois sur le contrôle des armes à feu en Australie a effectivement limité la portée du massacre, peut-être bien plus de 15. Cela étant dit, quand le gouvernement australien a adopté sa position naturelle, à savoir renforcer les lois sur le contrôle des armes à feu. Donc je ne suis pas contre cela. Il y a toute une question. Cet homme avait une licence pour ses armes, alors que son fils était suspecté par l'Australian Security Intelligence Organization. C'est l'équivalent australien du FBI, de la CIA australienne. Son fils faisait l'objet d'une enquête pour des liens avec l'État islamique. Alors comment a-t-il pu obtenir autant d'armes? Il y a eu une erreur. Comment a-t-il obtenu un permis d'armes à feu? Arrêtons-nous là et disons l'essentiel, a déclaré l'ancien Premier ministre d'Australie. De l'autre côté de l'hémicycle, du côté conservateur en Australie, cela s'appelle le Parti libéral. John Howard, ex-premier ministre et ami d'Israël, a dit « Oui, on peut parler des lois sur les armes à feu, mais il ne faut pas oublier le problème principal, la montée et la banalisation de l'antisémitisme. » Et je me demandais, que pourrais-je dire ce matin? Parce que qu'est-ce que cela signifie d'avoir une communauté juive en Australie? Cela signifie qu'ils ressentent de plus en plus, et surtout au cours des 2 dernières années, une montée de l'antisémitisme, une haine croissante en Australie. La haine qui se manifeste, vous savez, par des graffitis antisémites, des cocktails Molotov, du vandalisme, du harcèlement sur les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Et maintenant, finalement, par le meurtre pur et simple. Alors, quelle est la responsabilité du gouvernement australien de ne pas combattre cela? Et je pense qu'il y a une énorme responsabilité. Et je repensais à mon passé. Quand j'étais écolier, j'avais ceci, le petit livre rouge du président Mao Zedong, que je regardais ce matin. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. En fait, c'est un peu comme un sidour, un livre de prière juif, dans la façon dont il est conçu. Et il y a une petite ficelle ici pour savoir où j'en suis et ne pas perdre ma page. Oui, mais je voulais citer le président Mao et c'est une citation tirée de son livre.
il a écrit un livre sur la guerre de guérilla et il dit « Le combattant de la guérilla, Lao Zitung, le combattant de la guérilla, se déplace parmi le peuple comme un poisson dans l'océan. » C'est très facile de rejeter et de dire que ce sont deux personnes de l'État islamique. Et tu sais, ils auraient pu être deux néo-nazis, ils auraient pu être deux n'importe quoi, et alors tu les rejettes simplement en disant que tu ne sais pas. Une mauvaise pomme dans une très grande boîte, n'est-ce pas? C'est la solution de facilité. Maintenant, bien sûr, il faut combattre les groupes extrémistes, il faut combattre Daesh, il faut combattre les néo-nazis, il faut combattre Hezbollah, il faut combattre le Hamas, il faut combattre tous ces gens dans leurs groupes organisés. Mais s'ils ont l'impression d'être des poissons nageant dans une mer amie, cela leur donne assurément. Cela leur donne de la légitimité, cela leur donne du pouvoir, cela leur fait comprendre que le peuple est derrière eux. Et ici, la question est de savoir s'il y avait une atmosphère publique en Australie qui disait Israël génocide, Israël apartheid, Israël maléfique, Israélien maléfique, Juifs maléfiques. Cela contribue à ce genre de situation et crée de l'oxygène ou, pour citer Mao Zedong, crée la mer dans laquelle ces poissons peuvent nager. Absolument. Mais vous comprenez, tout d'abord, encore une fois, je ne suis pas d'accord. La raison pour laquelle vous ne devriez pas mettre les néo-nazis dans cette liste n'est pas parce qu'ils sont meilleurs ou moins et pas moins antisémites, mais parce que la gauche et les libéraux reconnaissent tous que les nazis sont mauvais et que les néo-nazis sont mauvais. Ils ne reconnaissent pas que les djihadistes sont mauvais. Ils disent non, c'est au nom des Palestiniens et d'Albanese. Reconnaissez l'État palestinien en prétendant que tout cela, vous savez, c'est égal, mais ce n'est pas égal. Marc, les néo-nazis sont les méchants aux yeux des médias, des politiciens et de tous les libéraux. Ce sont les djihadistes qu'il faut poursuivre parce que Albanese ne soutiendrait jamais les néo-nazis, mais il est une apologiste des djihadistes. Et comment le savons-nous? Parce qu'au milieu de l'attaque contre Israël, la guerre de Gaza, qui était l'assaut du Hamas contre Israël, en fait l'attaque de l'Iran par procuration contre Israël, une guerre sur 7 fronts. Il était préoccupé par les Palestiniens et par l'État palestinien et il affirme maintenant que lui. Oui, nous luttons contre l'antisémitisme. Vraiment, tu le sais? Netanyahou l'a averti, il lui a envoyé une lettre. Le Mossad a averti Canberra qu'il y a des cellules iraniennes qui opèrent et fomentent le terrorisme en Australie. Ils ont été ignorés par Albanese et chaque fois, il dit « Oui, c'est terrible et oui, nous luttons vraiment contre cela. » Non, ce n'est pas vrai, vous l'encouragez. Ah, tu as parlé de l'atmosphère, tu as tout à fait raison. Il y a effectivement cette atmosphère quand il y a des marches comme ça. Et dès le tout premier moment où il y a eu des défilés qui scandaient gaz, les Juifs en Australie, de tous les endroits possibles, eh bien, il aurait dû y avoir une indignation générale de la part de tout le monde, mais il n'y en a pas eu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé Israël comme excuse pour attaquer les Juifs. Et c'est un mensonge, c'est une excuse. Nous le savons, mais ça a aidé. Et le fait que l'Australie puisse se ranger du côté de ce genre de décision, ou même envisager les décisions de la Cour pénale internationale, est révoltant. L'Australie, comme les États-Unis, je dis la même chose des États-Unis aussi. Vous avez deux pays très accueillants envers les Juifs et les immigrés. Eh bien, ce genre d'immigration est en train de détruire l'Occident. L'immigration juive en Australie ou en Amérique ne l'a pas fait. L'immigration légale dans ces pays ne l'a pas fait non plus. C'est les deux. C'est cette masse, le fait de permettre à n'importe qui d'entrer dans ces pays et ils les détruisent de l'intérieur. Et d'ailleurs, l'antisémitisme, comme vous le savez, avec les nazis, partout où l'antisémitisme prend racine et se répand, c'est une société en déclin. Ce n'est pas un hasard si l'antisémitisme a été qualifié de plus vieille haine, car cela remonte vraiment à des temps même antérieurs au christianisme. Il y a eu des périodes où l'Église chrétienne organisée était ouvertement antisémite. Nous étions les terribles tueurs du Christ, les meurtriers du Fils de Dieu.
Et tout au long du Moyen Âge, il y avait toutes sortes d'accusations portées contre les Juifs, disant que nous répandions soi-disant la peste, ou bien nous tuions de jeunes garçons chrétiens pour leur sang, pour notre matzah, pour Pessah, pour la Pâque, toutes sortes de choses. Les Juifs étaient tués, accusés, et dans le monde musulman, les Juifs étaient légalement des citoyens de seconde classe. Oui, nous en avions. Dans l'islam traditionnel, les Juifs avaient le statut de dhimmi, ce qui signifie que les citoyens de seconde classe pouvaient être tolérés, mais seulement un peu, et cela dépendait de la période et du pays. Et ce qui est intéressant avec l'antisémitisme, c'est sa persistance, sa capacité à rester pertinent et à être présent dans divers pays et époques de l'histoire. Vous avez l'antisémitisme racial des nazis, censé être tout le sens du terme antisémitisme. Nous devons donner un nom scientifique à la haine des Juifs. Wilhelm Maher l'invente au XIXe siècle lorsqu'il parle de la race des Juifs. C'est étranger pour nous, c'est hostile envers nous, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous avez cette situation folle. Et ce n'est pas seulement en Australie, c'est dans tout l'Occident où vous avez les anciens. Je ne minimise pas cela, vous non plus ne devriez pas, car un néo-nazi peut aussi tirer sur des gens, comme à Pittsburgh. Il y a ce que nous avons vu en Australie et en Grande-Bretagne lors de Yom Kippour avec les extrémistes islamistes. Il y a aussi les extrémistes d'extrême gauche, vous voyez. Pour l'extrême droite, tous les juifs sont Trotsky. Pour l'extrême gauche, ils sont Rothschild. Nous sommes tous riches, impérialistes, capitalistes, exploiteurs des pauvres travailleurs. Dans ce cas, nous exploitons les pauvres Palestiniens et ainsi de suite. C'est intéressant, l'extrême gauche considère enfin les Juifs comme blancs, alors qu'ils ne l'ont jamais été pendant des années. Nous n'étions pas invités dans les clubs privés et avons été massacrés en Europe car non considérés comme Européens. Maintenant, nous sommes considérés comme blancs par l'extrême gauche, parce qu'être blanc n'est pas une bonne chose. Non, absolument. Écoute, nous savons qu'à travers l'histoire, les Juifs ont été détestés parce qu'ils réussissaient ou parce qu'ils ne réussissaient pas. Ils ont été détestés parce qu'ils s'assimilaient ou parce qu'ils ne s'assimilaient pas. Nommez-le. Et maintenant, l'État d'Israël a ouvert toute une nouvelle boîte de Pandore parce que cela. La critique d'Israël, soi-disant, a légitimé l'antisémitisme latent qui était en quelque sorte tabou après la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, gazer à mort 6 millions de Juifs, ça a cet effet. D'accord. Les gens pensaient et ressentaient ce qu'ils voulaient, mais ce n'était pas. Ce n'était pas fait dans la bonne société et l'État d'Israël, une fois qu'il est devenu, vous savez, le Goliath. Eh bien, en fait, c'est David et Goliath. David bat réellement Goliath. Donc, on devrait changer cette métaphore. Mais quand Israël est devenu une puissance, je veux dire, c'est devenu un État, il avait une armée et il a réussi. Il est devenu une cible légitime. Et cela a permis aux antisémites, qui auraient pu garder le silence pendant un certain temps, de s'exprimer. Ça leur a offert tout un nouveau domaine dans lequel ils pouvaient agir. Parce que maintenant, ils pouvaient dire, vous voyez, Israël est mauvais parce qu'il tue des Arabes. Ce n'est pas qu'Israël se défend contre des ennemis environnants, mais plutôt que c'est le grand méchant loup. Donc, encore une fois, je dois dire qu'il est vrai que l'extrême droite et l'extrême gauche se rejoignent, ça c'est sûr. Mais encore une fois, la différence, c'est que c'est la gauche qui possède la plupart des médias, la majorité des journaux, des chaînes de télévision. Elle a la plupart des universitaires, des acteurs, Hollywood, elle a toutes les belles personnes et toutes les personnes bruyantes. Donc, ce sont eux qui soutiennent le djihad, même quand ils ne le font pas, même quand ils nient le soutenir. Ils comprennent. Mondialiser l'intifada du fleuve à la mer, comme vous l'avez souligné. Maintenant, vous savez que le 1er janvier, la maire de New York, la ville la plus juive du monde, Sarah Zoran Mamdani, qui nomme tout un tas de personnes autour de lui qui sont carrément des djihadistes. Donc, le fait qu'ils sortent et disent « Oh, c'est terrible ce qui s'est passé à Bondi Beach, nous allons protéger nos Juifs », c'est des balivernes et vous savez comment il en parle. C'est comme parler de ces animaux de compagnie. Désolé, nous ne pouvons pas tolérer cela. Et Albanese, d'ailleurs,
ce qu'il devrait faire, c'est démissionner dans la honte après ce massacre. Donc je pense que le gouvernement australien, selon ses propres critères, a échoué. Il disait tout faire pour protéger la communauté juive australienne contre ces menaces, mais ce n'était pas le cas. Donc c'est clair, c'est évident qu'il y a un échec ici. Et qu'est-ce que le gouvernement australien va retenir de cela? Eh bien, il faudra attendre et voir. Il est clair que la communauté australienne est indignée. Pas seulement la communauté juive, mais la société au sens large est indignée. Et comment cela a-t-il pu se produire sur le sol australien? Vous savez, nous avons toujours dit, et c'est vrai que le 7 octobre 2023 a été le plus grand meurtre antisémite depuis la Shoah, donc Bondi Beach est le plus important depuis cette date. C'est la vérité et C'est un jour très triste, surtout quand on considère que c'est l'Australie, vous savez, pour beaucoup de gens. Quand j'étais ambassadeur en Grande-Bretagne, la montée de l'antisémitisme y était très traumatisante pour les Juifs britanniques, car l'antisémitisme semblait n'exister qu'ailleurs, en Pologne, Roumanie, Hongrie ou Russie. Leurs grands-parents ont subi l'antisémitisme ou pensaient que cela n'arrivait que dans des pays comme l'Iran. Oui, où ça pourrait arriver au Yémen ou en Syrie ou ailleurs. L'idée que l'antisémitisme a été ravivé dans les pays occidentaux est un phénomène très, très inquiétant et cela remet en question parce que toute l'idée était que nous, les Juifs, étions censés être en sécurité dans les démocraties libérales. Oui, mais ici, si on veut parler du sionisme, je veux dire, Herzl devient sioniste parce qu'il voit l'antisémitisme. L'antisémitisme surgit en France après la Révolution française, pourtant fondée sur l'égalité, la fraternité et la liberté. Oui, j'ai inversé l'ordre, là, je m'excuse. Et donc, il a dit que même dans les sociétés libérales modernes, cela ne fonctionnerait pas. Nous avons besoin d'une patrie juive, et c'est ça la différence. Et je voudrais peut-être terminer sur ce point. On peut devenir très déprimé et penser que certaines choses ne changent pas. Vous savez, la haine des Juifs va et vient, mais elle ne disparaît jamais. Et si elle disparaît, ce n'est qu'en hibernation, attendant qu'un événement la ravive. Et on peut se dire, d'accord, certaines choses ne changent pas, mais quelque chose de très important a changé, et c'est que les Juifs ont changé. Nous avons notre État et pouvons nous protéger. Nous ne sommes plus impuissants, apatrides, sans défense. Quand mon père était né à Magdebourg, en Allemagne, au début des années 1930, les Juifs n'avaient pas d'État. Ils devaient supplier les gens de les protéger, supplier les gens de les laisser entrer. Israël, avec toutes nos fautes, et nous en avons, et nous discutons souvent de ces fautes dans cette émission, et Israël, avec tout ce que vous savez, les défis auxquels nous faisons face et les mauvaises personnes à nos frontières. Le peuple juif a la souveraineté, il a rétabli cette souveraineté et nous nous défendrons contre nos ennemis. Si certains trouvent cela difficile, nous apprendrons à vivre avec, car nous ne reviendrons pas à une situation où les Juifs sont juste des victimes. Tout le temps. Eh bien, je suis d'accord avec ça et je dis simplement que nous devons l'affirmer davantage. Tu as raison. Écoute, nous étions sans défense le 7 octobre, nous avons été pris par surprise et nous avons rapidement renversé la situation. Mais, tu sais, nous avons prévenu l'Australie et nous avons averti d'autres pays aussi. Et d'ailleurs, quand tu parles du contrôle des armes à feu en ce moment, je comprends ce sentiment. J'ai vu ça partout sur les réseaux sociaux. Certaines personnes disent contrôle des armes à feu, pas de juifs dans d'autres pays. Ils doivent commencer à s'armer eux-mêmes. Ils devraient aller à la synagogue armés parce que cela ne semble pas à cette vague de violence de la part de ce que vous appelez, ce que certains appellent des loups solitaires. Et à New York, je pense que les Juifs doivent être armés. C'est comme ça qu'on se défend. D'accord, c'est bien de le faire par le dialogue et le vote. Et en parlant de vote, nous allons conclure sur cette note. J'aimerais que les Juifs arrêtent de voter pour des partis de gauche qui détestent, qui permettent cela, qui permettent aux djihadistes de mentir sur les Juifs en Israël. Alors, je réponds simplement en disant qu'il y a eu des dirigeants du centre-gauche qui ont été de bons amis du peuple juif. Je pense à Tony Blair. En Australie, Bob Hawke était connu, même si vous ignorez ce nom, les Australiens le connaissent. Peut-être, à la fin, devrions-nous évoquer quelque chose de personnel? Ce soir, tu prends l'avion pour l'Amérique. Ton père est décédé cette nuit et je suis très impressionné par ta force intérieure d'être venu faire l'épisode aujourd'hui.
Ruti, ton père était un intellectuel public exceptionnel du XXe siècle. Norman Podorpitz, rédacteur en chef de Commentary, il représentait une génération d'intellectuels juifs qui ont changé le discours intellectuel juif, ont changé le discours intellectuel américain et ont joué un rôle de longue durée. Il était, à bien des égards, le néoconservateur le plus important. Une personne qui a commencé comme libéral à gauche et qui a évolué et qui est devenue l'une des personnes les plus importantes derrière la nouvelle pensée conservatrice aux États-Unis. Pour vous, c'est une perte très personnelle, bien sûr. Non, c'est vrai, et merci beaucoup. Et je dirais simplement, vous savez, c'est intéressant. Mon père, j'étais justement avec lui pendant quelques semaines et maintenant je prends l'avion, comme vous dites, pour rentrer. Parce que je viens d'apprendre qu'il est décédé. Et c'était prévisible, mais dans tous les cas, c'est triste. Tu sais, c'est la première personne à qui je pense pour dire, tu sais, l'appeler et lui dire, et je le faisais encore jusqu'à très récemment, pour dire des choses comme, oui, qu'est-ce que tu penses d'Albanese? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et je vais te dire, il a écrit un de ses livres, un de ses nombreux livres s'appelait Mon histoire d'amour avec l'Amérique. Et il parle du succès, de la façon dont les Juifs ont été accueillis en Amérique. Et malheureusement, même lui m'a dit, et il ne l'avait jamais dit de toute sa vie. Tout ce qu'il a fait, c'est défendre l'Amérique, et d'ailleurs, cela faisait partie de sa conversion au conservatisme. Quand tous ses amis de gauche écrivaient Amérique avec un K, lui, il disait « Non, 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 l'Amérique est le plus grand pays du monde. » Et il en est très reconnaissant. Eh bien, je dois vous dire qu'il regarde ceci. Ce qui se passe dans les universités et tout ça en Amérique, et voir des croix gammées sur les dortoirs et des gens agressés, des juifs agressés et tout ça. Et puis l'élection de Mamdani, a-t-il dit. Je ne sais pas, je vais peut-être devoir reconsidérer. Et c'est triste. Alors, Ruti, nous, moi, et je suis sûr que tous les téléspectateurs réguliers d'Israël, indiplomatiques, te souhaitent beaucoup de force. Courage à toi. Nous sommes avec toi et ta famille. Tu prends l'avion ce soir et les funérailles devraient avoir lieu vendredi à New York. Même si nous ne sommes pas là, nous sommes de tout cœur avec toi jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marc.